On pense souvent que l'Atlas marocain est un désert de roches stériles, abritant de rares oasis de vie. Un monde purement minéral, façonné par le volcanisme, le climat et les anciens glaciers. Un décor de cinéma figé dans le temps. Ce n'est pas tout à fait faux. Et c'est ce qui donne à cette chaîne de montagnes, entre Sahara et Atlantique, toute sa particularité. Depuis mon enfance, ces crêtes escarpées et ces vastes déserts sont mon terrain d'exploration et l'origine de mes passions. À chaque sortie, je pense connaître un peu mieux ces vallées et les histoires qu'elles racontent. Et pourtant, ce matin-là, sur ce plateau à 3600 mètres d'altitude, la montagne m'a pris de court. Chaque année, au début de l'été, juste après la fonte des neiges, un mystérieux voile blanc recouvre ce plateau. Ce n'est ni de la neige, ni de la rosée, c'est bien des fils de soie. Pourquoi cette montagne en particulier? Et quel autre secret vais-je découvrir là-haut? C'est ce que je vais tenter d'élucider durant cette vidéo. Mon prénom est Jean Habib, je suis accompagnateur montagne ici dans le Haut-Atlas occidental. Aujourd'hui, en compagnie de mon ami Redouane, également passionné de montagne et de ski de randonnée, nous partons quelques jours en autonomie, sac sur le dos, hors des sentiers classiques du massif. Notre objectif, explorer l'Angour et essayer de comprendre cet étrange phénomène météorologique qui s'y déroule. Nous sommes au pied du Toubkal, le plus haut sommet du Maroc et le 8e d'Afrique, culminant à 4167 mètres d'altitude. Au début du mois de juin, à plus de 3000 mètres d'altitude, les nuits restent particulièrement fraîches. Cependant, la période est optimale pour parcourir le massif et camper sur les hauteurs. La neige a pratiquement fondu autour des sommets, libérant ainsi l'accès à pied aux principaux cols du massif. Petite précision importante, le bivouac sauvage dans le parc national est réglementé et doit dans certains cas être encadré, pour votre propre sécurité et par respect pour l'environnement et les populations locales. Situé à seulement 50 km au sud de Marrakech, l'Angour est une citadelle de roches. On peut l'aborder à pied par le plateau Oukemeden, via le col Tizi Eddi, ou par le fond de la vallée de l'Ourika depuis le village de Timichi. De mon côté, j'ai choisi l'accès par Rimlil, en taxi jusqu'au village de Tajdirt, à 2300 mètres d'altitude. C'est ici que commence notre randonnée, pour une montée par le col de Tizin Tajdirt, la voie la plus directe, mais la plus régulière. Dans cette région habitée par les tribus Amazirs, les villages s'accrochent aux parois, comme s'ils faisaient corps avec le relief. En bas, l'eau acheminée par les targas, ces canaux d'irrigation traditionnels, apporte la vie, sculptant les verdoyantes cultures en terrasse. On y cultive essentiellement des céréales comme le maïs ou le blé, souvent bordés de noyers, de pommiers ou de cerisiers. Mais mon objectif est bien plus haut, là où les sentiers s'effacent, remplacés par les cairns et où seuls les bergers s'aventurent à la fonte des neiges. En laissant Tajdirt et les vallées cultivées derrière moi, le paysage change radicalement de visage. Le sentier serpente le long d'une auge glaciaire dont certaines roches gardent les stigmates de cette période. Aujourd'hui colonisé par des milliers de coussinets épineux, typiques du climat semi-aride de haute montagne.
Le silence s'installe, comme si la montagne retenait son souffle. Seulement rompu par le chant solitaire d'un traquet. Le murmure du ruisseau qui s'amenuise à mesure que je m'élève. Et le rythme régulier de mes pas. Je profite des dernières sources pour me rafraîchir et faire le plein d'eau. Cette année fut abondante en chute de neige et en précipitation. La montagne revit. Après 2h30 de marche et 900 mètres de dénivelé positif, j'atteins enfin le col de Tizintaj-Dirt, à 3200 mètres d'altitude. Ce passage stratégique relie historiquement la vallée de l'Ourika à celle d'Imnan et Imlil. C'est un lieu chargé d'histoire, où s'organisaient autrefois les échanges commerciaux entre les vallées isolées. Je ne vois ni les troupeaux ni les bergers, mais j'entends des chèvres au loin, quelque part sur les flancs escarpés de Landremer, qui signifie coup dans le langage amazigh. C'est l'endroit idéal pour reprendre des forces et faire quelques photos de plantes. Je profite de l'ombre d'un rocher pour faire une petite sieste, en attendant que les heures chaudes s'estampent, pour progresser vers le plateau. Après avoir quitté le sentier muletier et contourné la première crête depuis le col, l'itinéraire se corse. Je dois traverser un dernier névé suspendu, au cœur d'une gorge, avant de retrouver la trace des bergers. Chargé comme je suis, et sans battant, j'arrive à passer de justesse. En début d'été, ces névés résiduels, en altitude, exigent une grande vigilance, la neige pouvant être extrêmement dure le matin. Le relief s'adoucit enfin, et je prends pied sur le plateau. Autour de moi, les sommets se dévoilent un à un, dans un décor brut, purement minéral. Juste en dessous, à quelques kilomètres de là, on aperçoit le plateau voisin de Loukaïmeden, de son nom amazigh, l'Adrar Tizrag. C'est un dôme géologique unique qui s'est formé lors du Permo-Triassique, il y a environ 250 millions d'années. Une immense cuvette naturelle à 2600 mètres d'altitude, où coulent plusieurs acifs. Dès la fonte des neiges, les bergers y transhument dans un ordre bien précis, convenu par les tribus locales, pour s'installer dans les azibes, ces bergeries de pierre traditionnelles. Une pratique millénaire, inscrite dans la mémoire de ces montagnes. Ce cycle pastoral culmine chaque année le 10 août, lors d'un grand moussem. C'est une fête traditionnelle unique qui rassemble tous les transhumants du massif pour célébrer la montagne avant la fin de l'estive. Pourtant, la mémoire de ce relief est bien plus ancienne. Tout comme sur le grand plateau voisin du Yagour. Les dalles de grès de l'Adrar Tizrag portent des centaines de gravures rupestres, étalées sur une très longue période. Les plus anciennes remontent à environ 6000 ans. Des armes, des figures, des symboles sacrés. Plus fascinant encore, la découverte sur place et dans les cols voisins d'outils en silex datant du néolithique. Les archéologues ont constaté que ces outils ont une signature unique. Ils sont très différents de ceux que l'on trouve dans le Maroc atlantique ou du côté du Sahara.
La preuve qu'il existait ici, il y a des milliers d'années, une culture de haute montagne à part entière. Aujourd'hui, Loukhéméden est surtout connu pour sa station de ski. Mais nous invite aussi à regarder vers les étoiles. Grâce à la qualité exceptionnelle de son ciel nocturne, Loukhéméden accueille plusieurs instruments astronomiques, dont le célèbre télescope TRAPPIST, dédié notamment à l'étude des exoplanètes et des petits corps du système solaire. Des messages gravés dans la roche, aux technologies de pointe, ce massif est un livre ouvert sur le temps et une belle fenêtre sur l'infini. En arrivant au sommet, à 3600 mètres, je monte mon camp pour la nuit, en contrebas du monticule rocheux. Le froid s'installe doucement, et le plateau prend une étrange teinte dorée. Enveloppé d'un silence dense, immense. Grâce aux quelques racines d'épineux ramassées en route, j'arrive à lancer un feu dans un foyer de fortune. De quoi préparer un bon verre de thé au safran. Et ce soir, c'est dalbat au menu. À cet instant, on se rend compte que ces quelques gestes simples apportent un tout autre réconfort. Mais sous la neige, au-delà des sentiers de bergers et des roches témoins de l'histoire, cette montagne garde encore un autre secret. Ce plateau de Langour, avec son relief presque irréel et ses crêtes désertiques, a également séduit plusieurs équipes de tournage hollywoodiennes. C'est ici même, dans ce décor brut du Haut-Atlas, qu'a été filmée l'une des scènes de la série The Mandalorian. Je me demande si certains d'entre vous ont reconnu le décor de cette saga plus tôt dans la vidéo, ou grâce à la miniature. Faites-le moi savoir en commentaire. Marcher ici, ce n'est plus seulement explorer l'Atlas. C'est avoir l'impression de fouler les crêtes désertiques d'un autre monde. Une planète lointaine de la bordure extérieure. Et c'est précisément sur cette frontière entre réalité et science-fiction que je m'apprête à passer la nuit. Et puis, au petit matin, je prends le temps de parcourir le plateau pour filmer ce voile blanc presque irréel. Pourquoi des milliers d'araignées se rencontrent-elles ici ? Quelle est cette force qui les attire ? Je n'avais jamais prêté attention à ce phénomène auparavant, mais là, l'échelle est juste hors norme. Les recherches récentes montrent que ces araignées exploitent à la fois les courants ascendants et les champs électrostatiques pour voyager. C'est un phénomène fascinant appelé le ballooning. À partir des vergers et des vallées situées des milliers de mètres en contrebas, dès leurs éclosions, elles grimpent au sommet des buissons, lèvent leur abdomen vers le ciel et projettent un fil de soie dans les airs. La surface de la Terre est globalement chargée négativement, tandis que l'atmosphère présente une charge positive. Les buissons, en pointe, agissent comme des paratonnerres et concentrent ce champ électrique. L'araignée ressent l'électricité grâce à des poils sensoriels ultra sensibles sur ses pattes, les trichobotries. Et quand les conditions sont réunies, elle expulse un long fil de soie qui se charge négativement. Cette différence de potentiel contribue au décollage et facilite l'envol de l'araignée, en complément des courants ascendants. Une surprenante manière de surfer sur la répulsion électrostatique. Ce phénomène est principalement pratiqué par des araignées miniatures de la famille des Linyphidae, les araignées naines ou araignées d'argent, mesurant souvent moins de 2 mm. Elles se laissent ainsi porter, parfois sur des centaines de kilomètres,
voyageant dans la haute atmosphère, jusqu'à 5000 mètres d'altitude, comme des astronautes miniatures. Pour elles, le plateau de Langour est sûrement un port d'attache, où elles perdent leur portance, rabattues par le mouvement des courants ascendants. Un lieu de rencontre et de reproduction. Ou peut-être une rampe de lancement vers une autre destination plus lointaine. Je pensais connaître cette montagne. Finalement, elle m'a rappelé qu'un sommet ne se résume jamais à son altitude, mais à la manière dont on l'aborde. Chaque vallée cache une histoire. Chaque roche conserve une mémoire. Et parfois, les plus grandes découvertes commencent simplement par un fil de soie emporté par le vent. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines explorations sur ma chaîne. Prenez soin de vous, restez curieux et suivez le mouvement des dunes.